Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Des militants du PDCI RDA signent le président du parti Tidjane Thiam en justice plus foncier urbain en Côte d'Ivoire. Pourquoi autant de litiges? On essaiera de comprendre ces deux sujets avec nos invités ce soir. Félix Boni, bonsoir Félix. Bonsoir docteur. Alors, bienvenue Félix. Bienvenue également à Yacouba Sangaré. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Kolo, c'est un plaisir d'être là. Le journal Le Patriote et le journal Le Nouveau Réveil avec Jérôme Dri. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Kolo. Bienvenue Jérôme. Et puis Beta Michel, Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir docteur Kolo. Voilà, bienvenue messieurs. Bienvenue dans le Club de la Presse. Cette semaine des plaintes en justice contre le président du PDCI RDA, plusieurs raisons évoquées par les plaignants. On en débat juste après cet élément de David Soyo. Le président du PDCI RDA fait l'objet d'une assignation en justice depuis le mardi 18 février 2025. Une procédure judiciaire lancée par 4 militants du parti pour une destitution immédiate de Tidjane Thiam à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Cette action judiciaire fait suite à une série de dénonciations sur son éligibilité en qualité de président du PDCI RDA et sur des violations présumées des statuts du parti. La plus virulente de ses détracteurs, Valérie Yapo. Elle faisait déjà l'objet d'une suspension des instances pour non-respect de la ligne de son parti. Un autre répondant au nom de Zerigbe Tiemoko s'est désolidarisé des plaignants au motif qu'il ne se reconnaît pas dans cette procédure. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Le mercredi 19 février dernier, le PDCI RDA a réagi par l'entremise de son porte-parole. Bredoumi Soumaïla Traoré assure que le président Tidjane Thiam remplit bel et bien les conditions pour diriger le PDCI RDA. Quant aux plaignants, le porte-parole affirme qu'ils sont méconnus des fichiers du PDCI RDA. Un autre feuilleton qui pourrait connaître un dénouement le 27 février prochain, date de l'audience. Alors, messieurs, je vais commencer bien par Jérôme Andry du journal Le Nouveau Réveil. Qu'est-ce qui se passe au juste? On dira simplement que peut-être c'est une tempête d'un verre d'eau. Il y a des militants, des individus se disant militants, se disant secrétaires généraux du PDCI RDA, qui, pour des raisons, que moi je pense pas vraiment soutenues, ont assigné le président du PDCI en justice. Mais dans le fond, dans la forme du dossier, c'est avéré que ces 4 personnes n'étaient pas dans les fichiers du PDCI en tant que des secrétaires généraux de section. Et moi, quand j'ai vu, par exemple, l'assignation, j'ai mis quelques doutes parce que dans l'assignation, même, M. Zerigbe, on met secrétaire de section, sans préciser la section. Moi, déjà, ça m'a fait douter. Et je pense qu'avec la déclaration produite par le PDCI RDA, ça a confirmé ce que moi j'avais comme doute, puisqu'ils sont ni dans le fichier du PDCI RDA en tant que des secrétaires généraux de section, et dans le fond du dossier, les statuts du PDCI RDA, de ce que je sais, ne prévoient pas la destitution d'un président qui est élu à un congrès. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que ce dossier-là est vraiment faible pour être soutenu devant un juge. Juste à côté, votre voisin Félix Boni. Mais je dirais que c'est très difficile maintenant de parler de l'actualité des partis politiques parce que la vérité à grand V est la chose la très moins partagée par les politiques et malheureusement, il faut pouvoir la dire pour qu'on puisse avancer. Et quand on regarde ce sujet, il faut faire le débat. Oui. Il faut faire le débat, malheureusement. Et je dirais que moi, je m'attendais plus ou moins à une procédure du genre parce que j'ai suivi un peu la conférence de presse faite par le porte-parole du PDCI RDA qui a tenté de faire un peu quelques amalgames en liant ceci à l'activité de Yopougon, tout. Par contre, moi, personnellement, en tant qu'analyste politique, journaliste, lorsque j'ai suivi le 7 février la sortie du président du PDCI RDA qui venait de déposer ses dossiers par rapport à la procédure de renonciation à sa nationalité, je me dis, attention, il y a problème. Et le lendemain 8, lorsqu'il se retrouve devant les enseignants de Ayam Sokro,
et qu'il annonce là-bas qu'il tient certains propos du genre, il avait été bien interpellé sur la question de sa nationalité, qu'il avait fait la promesse de régler ce problème et qu'il a engagé des procédures et tout. Je me dis, si depuis décembre 2023, il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant et qu'il dépose en février et que tout ce temps c'était dans les procédures, quelque part, s'il y a un problème. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, là où nous sommes assis sur ce plateau, le président du PDCI-RDA, c'est un Français. C'est un Français qui dirige un parti politique en Côte d'Ivoire. M. Tidjane Thiam est français, d'origine ivoirienne. Et c'est ce Français d'origine ivoirienne qui dirige le PDCI-RDA et qui a pris le PDCI-RDA. Ça a un lien avec la plainte déposée par les... Si, ceux qui ont déposé les militants qui ont déposé la plainte, pour eux, je ne sais pas si c'est des militants ou pas, parce que cette histoire aussi, elle va finir par connaître un dénouement. Parce qu'en politique, tout est possible. Il peut s'agir aussi d'un autogol. Il faut que tout soit clarifié, parce que le monsieur Zeregbe Timoko, qui a parlé tantôt, dit qu'il a été commis par un certain Kouassi, et lui-même ne dit pas qui est ce Kouassi, qui n'est pas reconnu réellement par nulle part. Ici, tantôt, le camp Billon, maintenant, au niveau du parti même, on parle du RHDP qui veut encore les mélanger. Finalement, il y a beaucoup d'amalgame et il faut clarifier tout ceci. Toujours est-il que dans le fond du dossier, les militants du PDCI, même si ce n'est pas ceux qui ont porté plainte, pensent qu'aujourd'hui, le président du parti, peut-être n'aurait pas dû être élu président du parti, parce que s'ils avaient l'information qu'il était français, c'est possible qu'au Congrès, il y a des gens qui n'auraient pas pris le risque d'aller le voter pour devenir président, ou n'auraient même pas pris le risque de dire, d'introduire une motion pour dire que ce serait le candidat naturel de notre parti, sachant que cette question de nationalité pouvait se poser en aval, en tout cas lorsque les candidatures à l'élection présidentielle allaient se poser. Donc il y a problème. Il y a réellement problème. C'est pourquoi je dis la vérité grand V, c'est celle que les politiciens n'aiment pas, mais il faut pouvoir la dire. Il faut faire face à la réalité pour qu'il y ait des solutions qui puissent se trouver. Et au niveau du PDCI, le dirigeant actuel devait pouvoir faire face aux réalités des problèmes. Peut-être ces plaintes sont une sorte d'interpellation, mais ça les interpelle à rentrer réellement dans la légalité, de sorte que les choses puissent se faire. Parce qu'au-delà du PDCI, il y aura la Côte d'Ivoire qui les regarde, il y aura les dossiers à déposer à la CEI, et à la CEI, on ne tiendra pas compte d'exception. Il n'y aura pas d'exception comme le comité électoral du PDCI certainement a dû le faire au congrès du 23 décembre passé. Yacouba Sangaré. Oui, moi je pense qu'il y a un vrai problème. C'est loin d'être une tempête dans un verre d'eau. Je pense que le PDCI traverse une zone de turbulence. Moi j'ai lu la demande d'assignation de ces 4 secrétaires de section du PDCI. Ils font en même temps le même reproche que Mme Yapo, qui elle est membre du bureau politique et elle aussi a été déléguée départementale du PDCI de la zone d'Akoupé. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il reproche la violation de 2 alinéas de l'article 41 qui établit les statuts du PDCI. Le premier alinéa dit qu'il faut être ivoirien. Donc si Thiam, à leur grande surprise, le 7 février dernier, reconnaît devant la nation qu'il a la nationalité française, il se pose des questions. À quel titre alors il a été élu comme président du PDCI? Ça, c'est la première remarque de ces plaignants. La deuxième remarque, ils estiment aussi que là, pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas de bonne moralité. Parce qu'ils estiment qu'ils ont été trompés, floués. C'est ce que Mme Yapo a dit. Parce qu'ils n'étaient pas au courant, justement, de cette question de sa double nationalité. Donc, voici les deux griefs fondamentaux que ces plaignants reprochent au président du PDCI. Moi, je pense qu'il ne faut pas les minimiser. Ce sont des militants du PDCI, peu importe qu'ils soient secrétaires ou pas, que les uns et les autres disent, mais ce qu'ils reprochent, c'est des faits réels. Les faits réels, c'est quoi? À l'état actuel des choses, le président d'un grand parti du Côte d'Ivoire comme le PDCI n'est pas éligible à l'élection présidentielle. Et au Congrès, il y a une motion où les participants ont dit on souhaite que le président du PDCI soit le candidat naturel. Donc, vraiment, il y a une contradiction là. Donc, des militants peuvent estimer légitimement avoir été trompés, avoir été floués, et ils ont le droit de le dire. Et moi, je pense que pour cela, on ne doit pas les ouvrir aux hégémonies. Parce que le PDCI est un parti démocratique selon sa dénomination. Donc, quand on est démocratique, on doit accepter le débat contradictoire en interne. Et on doit écouter ces voix qui ne sont pas des voix discordantes, mais qui sont des voix qui posent des problèmes de fond sur la question de la nationalité du président du PDCI, parce que si les Français, ils ont raison légitimement de se poser des questions. Un Français peut diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. C'est le problème qu'ils posent. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas balayer ça du revers de la main.
il faut leur apporter, s'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils leur apportent la contradiction. Et cela va se faire devant la juridiction. Pour moi, ils ont raison de légitimement de poser ces questions parce qu'il y a eu un congrès, il y a un président qui a été élu, il n'était pas au courant qu'il avait la double nationalité et il apprend 13 mois après. Et ça, c'est surprenant. Pas la double nationalité parce que la Côte d'Ivoire n'admet pas. Oui, la Côte d'Ivoire n'admet pas. Voilà. Il est français, voilà, merci. La Côte d'Ivoire n'admet pas la double nationalité. Et puis deuxièmement, non, je voulais terminer. Sur une remarque aussi qui a été faite par Mme Yapo lors de son intervention, qui n'est pas négligeable. Hein. Elle a évoqué le code de la nationalité, qui est clair dessus, qui dit que si un Ivoirien choisit délibérément une autre nationalité, au bout d'un certain nombre d'années, il perd. Il n'a pas choisi délibérément. Il perd, ça c'est un autre débat. Il perd de facto sa nationalité ivoirienne. Ce n'est pas le cas de Thiam. C'est le cas en ce moment. Thiam est français. Non, pardon. S'il vous plaît. Thiam est français. Laissez-moi parler. Laissez-le terminer. Thiam est français. Oui. Donc, moi, je pense que ceux qui défendent cette thèse, ils ont raison. Il y a un vrai problème au PDCI. Donc, il ne sert à rien de pratiquer la politique de l'autruche en minimisant ces plaintes-là, en faisant comme s'il n'avait rien. Il y a un vrai danger à l'horizon. Et le danger, c'est que Thiam court un grand risque de forclusion en termes de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est pas vrai. Beta Michel? Oui, moi, je vois plutôt une tentative de déstabilisation politique plutôt qu'une véritable action juridique. Parce que moi, je me suis demandé, la première question que je me suis posée, quelle est la démarche que ces plaignants-là ont posée au sein du parti? Parce que le PDCI, c'est un parti politique. Si vous avez des grèves contre l'élection du président, vous pouvez faire une démarche au sein des organes dirigeants du parti pour avoir une réponse. Et ça n'a pas été fait? Ça n'a jamais été fait. Donc, je crois qu'en fait, ils sont dans une autre démarche qui n'est pas celle d'aider le PDCI. Parce que vous vous souvenez que le président Thiam a été élu à 98% de voix. Ça veut dire quoi pour les militants du PDCI? Ça veut dire que les militants du PDCI ont considéré qu'après 23 ans dans l'opposition, ils estiment qu'aujourd'hui, ils ont les atouts nécessaires pour arriver au pouvoir avec un Tidjane Thiam. Et là, ils se donnent les moyens. Moi, quand j'ai observé cette plainte-là, je suis arrivé à 3 conclusions. La première, d'abord, j'ai observé le cadre légal des partis politiques. J'ai vu un peu les éléments de leur assignation et la deuxième chose, les chances de succès de leur procédure. Le principe fondamental ici en Côte d'Ivoire, pour les partis politiques, c'est que l'État ne s'immisce pas dans la gestion quotidienne des partis politiques. À moins qu'il y ait un scandale ou bien des détournements qui font que l'État peut s'y mêler. Aujourd'hui, si vraiment leur plainte est reçue, la démarche qui leur sera demandée, bien entendu, ce serait d'aller au sein de leur parti pour porter leurs préoccupations. D'abord... Vous êtes déjà à la fin du procès? Non, parce qu'en fait, le procès devait débuter ainsi. C'est une pression interne à un parti politique. Vous avez estimé que le président, à un certain moment... Bon, vous doutez de sa nationalité, parce que tout le monde sait que Tidjane Thiam a une double nationalité. Depuis toujours, lui, il l'a dit, tous les médias, il lui dit. Donc aujourd'hui, on lui a posé la question, est-ce que tu es prêt à te débarrasser de l'autre nationalité parce que la candidature à la présidence de la République exige l'exclusivité d'une nationalité? Il a dit oui. Voilà, ça c'est pas... Ça, alors que le statut du PDCI dit qu'il faut être ivoirien. Donc il est ivoirien, il peut être président du PDCI, ça, il n'y a pas de problème. Il est ivoirien, il peut être président du PDCI. Donc on arrive maintenant à la question de l'élection présidentielle. Mais il a dit qu'il aura le temps d'éliminer cette nationalité-là pour pouvoir être candidat à la présidence de la République. Mais parce que Sangaré, la madame qu'il fait, il dit Thiam pourrait être folklore. À quel moment? L'élection du président de la République, c'est en octobre. C'est en octobre et les dépôts de candidature, c'est en août. Donc, quand tu vois même tout ce qui est juridiquement opposable à Thiam, ça ne peut pas être après août. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne une chose. Le PDCI, RDA et ses militants veulent revenir au pouvoir. Et ils ont considéré dans l'échiquier politique, dans la masse des cadres du PDCI, ils ont estimé que Tidjane Thiam peut les mener à cette bataille-là et ils veulent lui donner les moyens d'y arriver. Donc, ce n'est pas qu'on fasse un amalgame qui peut... Moi, souvent, quand les gens disent Tidjane Thiam peut être folklore, je dis, mais Ouattara même peut être folklore. Mais voilà quelqu'un qui, déjà en 2016, quand on faisait la Constitution, le ministre de la Justice dit, par n'importe quelle machine, il ne peut pas être candidat. Oui, mais on arrive en 2020, il est candidat. Donc si c'est pour les gens... Non, comme il parle de forclusion, je vais lui rappeler que si c'est pour les forclusions, tout le monde peut être folklore. Voilà. Je voulais juste... Oui, voilà. D'abord de Sangaré. Vraiment, une réaction de Sangaré. 2 minutes. Non, il n'y a pas de passion. Je voulais juste une précision assez... Moi, je l'ai dit,
je l'ai dit en toute lucidité en observant le calendrier électoral. La liste électorale provisoire sera affichée en mars, déjà en mi-mars, et pour qu'il y ait le contentieux. Alors, ensuite, en juin, on aura la liste définitive de la liste électorale. Et le parrainage doit commencer fin juin pour terminer fin août, avant qu'on ne commence le dépôt des candidatures. Or, la procédure que M. Thiam vient d'entamer le 7 février... Non, il n'a pas entamé le 7. Bon, il a fait la déclaration officiellement le 7. C'est ce que nous avons... En fait, il a... a... Deux minutes. Vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas, Jérôme. L'opinion nationale a pris connaissance de la démarche de M. Thiam le 7 février. Voilà, l'histoire est un témoignage et les éléments vidéo existent, il a fait la déclaration. Et il a même dit dans la déclaration, je viens d'entamer la procédure. Donc si on s'en tient à cette date, c'est une procédure qui est longue, qui peut prendre au bas mot 6 mois. Donc si on fait un petit calcul... Au maximum 6 mois. Bon, si vous voulez, au maximum 6 mois, mais on est en février. Ça veut dire que s'il finit tôt, c'est en août. En août, c'est en juin. Si tu es en février... Non, mais ça, tu fais des... Non, j'analyse le calendrier. Chacun aura... Non, mais de février à 6 mois, c'est pas août, c'est juin. Mais vous allez parler. C'est au maximum 6 Qui ça, mois. Non, mais c'est les tests. Tu as lu les textes? J'ai lu les tests. C'est au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Non, mais parce qu'après 6 mois, si la demande n'est pas répondue, c'est effectif. C'est ce qu'elle dit. Beta. Ensuite, tu dois préciser. Tu n'as pas lu. S'il vous plaît, laissez terminer. Laissez Yacouba terminer. Ce n'est pas une procédure. Non, laissez Yacouba terminer. Écoutez. Non, s'il vous plaît. C'est pas une procédure qui se déroule comme on envoyait une lettre à la poste. Il y a deux procédures. Mais il faut préciser. Mais laissez-le terminer, monsieur. Laissez-le terminer. Avant qu'on en arrive à la procédure finale. Parce que quand on est français, on bénéficie de certains privilèges et quand on n'est pas français, on ne les a pas. Il y a tout ça qu'il faut analyser. Et puis 2 minutes. Mais Jérôme, termine. Je vais dire que la procédure, je ne vais pas être trop long, la procédure va prendre au bas mot au moins 6 mois. Donc quand on regarde mathématiquement, ça dit jusqu'en août, c'est peut-être août. Mais quand on en arrive en août, c'est la fin des parrainages. Il est déjà fort clos. Donc je vais dire qu'il y a un risque réel. Et ça c'est de la responsabilité de M. Thiam. M. Thiam a pris la présidence du PDCI le 22 décembre 2023. Ça lui coûtait quoi d'enclencher cette procédure au cours de l'année 2024. Jérôme, encore une fois, c'est vous qui arrêtez. Au cours de l'année 2024. Pourquoi attendre qu'il reste 8 mois de la présidentielle pour faire l'annonce? Donc ça sème légitimement le doute dans l'esprit des militants du PDCI. Donc, ils ont raison de se poser des questions. Et ça, c'est légitime. On ne peut pas le nier ça. Et c'est pour ça qu'il faut respecter l'esprit du PDCI. C'est un parti démocratique. Il faut accepter que des gens aient des doutes, ils se posent des questions. Si on ne l'accepte pas, c'est que ce n'est plus un parti démocratique. On veut revenir à une sorte de pensée unique au sein du PDCI. Non. On a le devoir de les rassurer. C'est ce que nous faisons. C'est pas encore vous. Jérôme. Permettez-moi de faire des précisions pour que vraiment Sangaré puisse comprendre. Allez-y. Parce que les thèses du PDCI-RDA, les conditions pour être président au PDCI-RDA ne sont pas les mêmes conditions pour être président de la République. Là-bas, on dit qu'il faut être ivoirien. Ce qui est un paradoxe. Il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Même pour être secrétaire exécutif, la condition dit là-bas, il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien, ce n'est pas dit. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand tu dis, par exemple, il a trompé. Non, aucun militant n'a été trompé. On dit qu'il faut être ivoirien. C'est-à-dire que si moi, je suis togolais, que je peux prouver par une nationalité ivoirienne, je peux être président du PDCI-RDA. On n'a pas d'être exclusivement. Parce que vous prenez, les gens transportent ce qui est dit dans la Constitution. Non, le PDCI a ses conditions pour être président. Et le test au niveau de la loi, les conditions pour être président de la République. Il faut être ivoirien. Même, on va plus loin, il faut être ivoirien. Donc, le président Thiam était ivoirien. Il a prouvé qu'il était ivoirien. Il a déposé sa candidature. Il a été élu à près de 97%. Maintenant, on vient à la présidence de la République. Là-bas, il faut exclusivement ivoirien. Mais il entame une procédure. Lui-même, il a dit à Yamoussoukro. Il ne sait pas pourquoi vous voulez interpréter ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'une telle procédure, selon vous, on peut entamer ça en 4 jours? Il a même dit depuis 2 ans, la procédure est entamée. Mais quand Sangaré vient dire que c'est le 8 qu'il allait déposer, il n'a jamais dit qu'il a déposé le 8. Il a même expliqué il n'a pas déposé, c'est pas le 8, c'est pas le 7 qu'il a commencé, il a expliqué. Le concerné même explique. Et puis vous interprétez.
Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Le concerné explique. Il dit, j'ai entamé une procédure depuis longtemps. Donc, moi, je pense que Sangaré, il faudrait qu'on arrête les spéculations. Il sera folklore. Non. Parce que pour l'acquisition de la nationalité, le conseil juridique a expliqué la dernière fois. Il dit que ce n'est pas hérédité. Voilà. Il y a le cas par hérédité et puis par acquisition. Voilà. Tiens, mais dans le cas par hérédité. Donc là, va revoir les conditions. Non, le concerné dit c'est ce qui est. Toi, tu dis non, c'est pas ça. Vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ok. Alors, Félix Boni d'abord. Oui, moi, Félix. Dire ce qui est, c'est-à-dire le concerné dit. Mais justement, c'est ce que le concerné dit qui inquiète quand même suffisamment. Parce que, pas moi seul, si c'était moi seul. Non. Même si ce plateau de Sangaré a dit, oui, ça veut dire que je ne suis pas seul. Alors, ce n'est pas de la spéculation. Déposer un dossier administratif et puis aller régler les problèmes. Non, j'ai entamé les procédures. Mais c'est quoi entamer les procédures verbales? C'est aller voir les gens pour dire non, accélérer mon dossier ou bien aller corrompre des gens, c'est ça les procédures? Alors je ne sais pas. Sinon, si je veux faire mon extrait de naissance tout à l'heure, moi qui suis né dans la sous-préfecture de Bongouanou, moi je dépose mon extrait de naissance et puis les procédures suivent leur cours. Si c'est 3 jours, 4 jours, voilà, j'engage les procédures. Je n'ai pas besoin d'aller demander, je n'ai pas besoin d'aller chercher à connaître le sous-préfet, pour lui dire monsieur le sous-préfet. Alors tout ça c'est de la spéculation. Moi, si vous pensez que c'est verbatim de M. Thiam vous convainc, moi ça ne me convainc pas, mais les procédures ont été entamées le 7 février et c'est ce que tous les Ivoiriens retiennent. Ça c'est un. Deuxième élément, Jérôme parle de nationalité par acquisition et par hérédité. Encore la famille Thiam, le gouverneur, le ministre-gouverneur Augustin Thiam dit ceci que M. Thiam a reçu. S'il vous plaît. C'est encore disponible. Au moment où je parle, Félix, continuez. Au moment où je parle, c'est encore disponible sur sa page Facebook et il explique comment son cadet, son Benjamin, a eu la nationalité à 19 ans par son père pour pouvoir avoir des diplômes français et tout le reste, évidemment pour bénéficier des avantages de la nationalité à 19 ans. À 19 ans, oui, à l'époque. Jérôme, s'il vous plaît. Mais après, laissez-le terminer. M. Thiam aujourd'hui a 62 ans. Quand on a eu une nationalité à 19 ans et qu'on a dû profiter pendant près d'une quarantaine d'années et qu'on n'a pas nationalité, on n'a pas renoncer, ça veut dire qu'on a joui de cette nationalité, on en a bien profité. Et quelqu'un disait tantôt tout à l'heure qu'il a toujours dit sur les plateaux qu'il a la double nationalité. Non, les débats sont là. Alors, aujourd'hui, tout est vérifié partout et c'est toujours réclamé français. Dans tous ces actes, c'est le français. Tidiane Thiam qui parlait. Il n'a jamais dit c'est l'Ivoirien français, c'est le français Tidiane Thiam qui est rentré à Prudential, qui est rentré à Crédit Suisse. C'est des postes qui sont destinés à des nationaux, à des Européens, pas à des Africains. Et il a occupé des postes en profitant de sa nationalité française. Ça, c'est également quelque chose qu'il faut savoir. Tout à l'heure, Jérôme me soufflait à l'oreille en disant comment il a fait pour s'inscrire sur la liste électorale. Je précise que la publication de la liste provisoire va se faire en mars. Je dis bien la liste provisoire. Alors, sur cette liste provisoire, on verra si M. Tidiane Thiam figure là-dessus. Non, c'est et même s'il figure sur la liste provisoire, je précise, M. Jérôme, qu'il y a possibilité de contestation de son inscription sur la liste provisoire par quelques Ivoiriens, que ce soit en fournissant les preuves. Et c'est ce que les militants du PDCI sont en train de faire aujourd'hui. N'oublions pas que, quand, par exemple, Mme Valérie Apoua a décidé de porter plainte, elle va porter plainte bientôt. Elle est membre du bureau politique, elle a été déléguée du PDCI, elle dit qu'elle ne reconnaît même pas le président du parti qui a été élu dans des conditions... Elle a participé au congrès, elle était dans le comité d'organisation du congrès. Donc elle ne reconnaît pas le conseil de discipline, c'est les raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu y être. Et quand vous dites qu'il a été élu à 96%, c'est 96%, non 98% s'il vous plaît. Vos chiffres disent 98%. Je dis après les 98%. Alors c'est 96, quelque chose pour cent. Et les 96%, c'est les 96% des congressistes présents. Et je précise encore, si ces congressistes avaient l'information qu'on a aujourd'hui, qu'il a lui-même donnée à partir du 7 février, je suis persuadé qu'on ne serait pas à ces 98%. Et il n'y aurait pas eu cette motion introduite qui dit que le président du parti est le candidat naturel parce qu'il y a l'hypothèque sur sa candidature. Au moment où nous parlons, M. Thiam est français. Mais est-ce que ce n'est pas une pratique au PDCI que de désigner, que de demander mais justement, au parti d'être candidat d'office? C'est pourquoi les militants n'auraient pas élu quelqu'un dont il y a problème sur la candidature. Non, mais tu ne parles pas de militants, Félix. Il faut préciser quelque chose tout à l'heure. Précisons quelque chose. Mais les militants ne sont pas idiots. S'ils ont l'information, ils ne se seraient pas... On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est des militants, ce n'est pas les militants. Oui, je pense qu'il est d'accord avec ça. Allez-y, Félix.
si les militants PDCI, je dis bien, je parle du français, si les militants PDCI avaient un certain nombre de formations comme celles dont ils disposent aujourd'hui, je pense qu'ils n'auraient pas agi certainement dans le sens où ils sont partis le 23 décembre 2023. Deuxième élément de précision que je voudrais faire, ne mentons pas aux Ivoiriens. Tout le monde peut aller sur le site du ministère de l'Intérieur français pour savoir quelles sont les dispositions pour pouvoir renoncer à sa nationalité. Et c'est écrit que 6 mois après, si on ne vous a pas donné une note de rejet, ça veut dire que votre dossier est pris en compte. Ça veut dire que le traitement du dossier continue. Et le traitement du dossier, c'est bien mis noir sur blanc que ça peut prendre jusqu'au-delà de plus d'1 an. Mais même si ce n'était pas le cas, je vous précise également que les dépôts de candidature commencent en juillet. Expliquez les 2 cas aux Ivoiriens. Non, vous avez la parole pour le faire. En juillet, et qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, présentement là, M. Tidjane Thiam n'est pas éligible à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais tu dis maintenant, c'est pas l'élection présidentielle maintenant. Les militants du PDCI doivent le savoir. Quand on est en pré-campagne, on ne devait pas avoir ces soucis. Merci Félix. Beta d'abord. Tu sais, Jérôme, s'il vous plaît. Ce qui me chagrine un peu, je me remémore un peu en 80, je pense que c'est en 82, si j'ai bonne mémoire, on devait avoir 8 ans quand on nous présentait Tidjane Thiam à la télévision. Comme le premier Ivoirien à accéder à un prestigieux établissement en français. Le premier Ivoirien, après de 17 ans, je crois. Mais vous voyez, quand on est arrivé à cela... Ivoirien d'origine. Non, s'il te plaît, on dit Ivoirien. Oh, Félix, mais pourquoi tu veux banaliser? Mais Beta, continuez. Non, pour dire quoi? Pour nous autres. Oui, mais nous sommes... Jérôme, il n'était pas censé à cette époque. Non, s'il te plaît. Non, on dit le premier Ivoirien. Continuez. Moi, je veux qu'on se remémore ces faits-là. C'est historique et c'est fort pour la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pourquoi je me suis dit, aujourd'hui, après de 50 ans, j'ai dit, je vais donner tout ce que je suis pour que Tidjane Thiam apporte toute cette intelligence qu'il a glanée au niveau international à cette Côte d'Ivoire-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tidjane Thiam, pour ceux qui de notre génération, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire... Attends, tu n'étais pas dans ce pays-là peut-être. Sinon nous, en 1982 déjà, on nous présentait Tidjane Thiam. C'est ça, tu veux me faire croire? À cette allure, vous n'allez pas continuer. Non, je vais finir. Je vais conclure. Je vais conclure si tu permets. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la nationalité de Tidjane Thiam et puis lui dénier le droit d'être ivoirien. Ça, c'est tellement écœurant. Pour tous ceux qui... Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis écœuré, même sur le plateau. Mais attends, de quoi parlons-nous? On parle de Tidjane Thiam, mais depuis 82, quand nous, on était encore gosses, on nous le présentait comme étant le premier Ivoirien à accéder à la Polytechnique. Donc, faut pas l'oublier, c'est la mémoire de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, je conclue pour dire quoi? Non, Jérôme, vous allez ajouter. Je conclue là pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens ont plus à espérer de notre pays que ces débats de nationalité qui nous ont menés dans des tournures qui n'ont fait que fragiliser l'unité de ce pays-là, qui n'ont fait que nous détruire, qui n'ont fait que nous emmerder à nous mêler dans des schémas qui n'ont même pas servi nos populations. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut donner la voix, la vision de cet homme-là à la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'il répète toujours dans ses discours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut apporter à la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut s'attendre. L'additif de Jérôme d'abord. Ouais. Je voulais même souligner que même le président Ouattara, il s'est honoré à certains grands sommets de présenter Tidjane Thiam comme un Ivoirien brillant. Mais aujourd'hui, tu parles de sa nationalité comme si tu étais en doute ça. Savez-vous, Il ne peut pas être éligible. savez-vous, il y a combien d'Ivoiriens brillants qui travaillent hors de la Côte d'Ivoire dans 2 institutions? Et qui ne peut Et tu les félicite pas. Quand tu les félicite pas, quand tu les découvres. Quand tu les découvres, tu les félicite pas. Quand tu les découvres, tu les félicite pas. Non, je pense que nous n'en sommes pas là. Il ne faut pas dévier le débat. D'accord, vous allez terminer tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas qu'on sorte du débat. Le débat, ce n'est pas sur le pédigré de M. Tidjane Thiam. Le débat, c'est qu'on est à 8 mois de l'élection présidentielle. Il se trouve que M. Tidjane Thiam, en l'état actuel, ne peut pas être éligible. Pourquoi tu parles de l'état actuel? L'état actuel, ce n'est pas le dépôt de candidature. Laisse-moi. Mais cet amalgame est dangereux. Ce n'est pas un amalgame, c'est un fait. Nous sommes des journalistes, on parle sur des faits. Oui. Et c'est un fait, ce n'est pas un amalgame. Rectificatif. C'est un fait. Rectificatif. C'est un fait. Oui, non. C'est un fait. Je peux te dire aussi qu'à l'état actuel,
à l'état Personne actuel. n'est candidat. C'est Personne fait. n'est candidat. Jérôme, Pourtant, Mais personne n'est Jérôme, candidat. vous avez demandé, vous avez... Jérôme Bri, non, je vais te dire qu'il ne faut pas prendre le Vous temps faites- actuel, parce qu'il y vous a faites- non, les vous choses faites en des octobre. amalgames. mais vous le laissez terminer. Vous le laissez terminer d'abord. Jérôme, Nous sommes pas les- le RHDP n'est pas le sujet du Non, débat. je vais te dire- Le sujet du débat, c'est M. Tidjam Thiam, suite à la plainte qui a été Mais les portée candidats contre qui sont lui pas déposés sont par des militants du PDCI qui avancent. S'il Mais je le dis s'il vous plaît. toujours. Je pense que vous êtes un peu dans l'euphorie et vous ne voulez pas regarder avec beaucoup de sérénité et de lucidité la situation en face. Il y a un fait. Il y a un fait. Ne minimisez pas ces militants qui se plaignent. Ces militants, c'est la voix qu'ils portent. S'il vous plaît, Jérôme. Mais ils sont allez-y. connus, Allez-y, les quatre qui ont vous porté la répondez pas. plainte. Allez-y, Sandra, Madame Yapo, quand même, elle est membre du bureau politique, elle a été déléguée d'Acoupé. Ça veut dire que c'est une responsable de l'appareil du PDCI. C'est pas n'importe qui. Donc ces militants-là, la voix qu'ils portent aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui ne parlent pas, mais qui portent même cette voix, qui ont même ces mêmes interrogations. Il y a un fait qui est là. Vous avez un président qui, en l'état actuel, n'est pas éligible. Et la question que ça pose, il a été élu... Non, mais c'est le thème état actuel, là. S'il vous plaît, Puisqu'il n'est pas exclusivement ivoirien en ce moment. Donc, du coup, il ne peut pas prétendre dire que je serai candidat à l'élection présidentielle. Donc, je dis... Mais les choses ne sont pas demain. Oui, l'état actuel. Oui, mais... Je peux te dire aussi qu'à l'état actuel, qu'on appelle ça, le FPI n'a pas de candidat. À l'état actuel, l'ADP, on ne connaît pas le candidat de l'ADP. Donc, à l'état actuel, Non, ce que tu es en train de faire, c'est l'amalgame. Non, je ne peux pas Non, si. Tu fais un amalgame. Tu fais un amalgame entre... Attention, tu fais un amalgame entre la désignation de quelqu'un qui remplit déjà les conditions. 2 minutes. Allez-y. Tu fais un amalgame, vraiment, qui, pour moi, qui n'est pas du tout correct. Tu confonds le choix entre des gens qui, au regard des tests, peuvent être candidats, mais qui n'ont pas encore été désignés, et quelqu'un qui, même si on le désigne dans son parti, il ne peut pas concourir parce qu'il ne remplit pas les conditions, il n'est pas exclusivement ivoirien. C'est un amalgame. On va faire un amalgame, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, les autres partis n'ont pas ce problème. Je voulais terminer sur ça. Je lui ai dit qu'il faut regarder les choses sereinement. Monsieur Tidjam Thiam, la plainte, pour moi, cette plainte-là, il ne faut pas la négliger. Et ils ont raison de se plaindre et de se poser des questions. Et il ne s'agit pas de les rassurer. Ils ont porté des plaintes et des plaintes. Et ils ont raison de se poser une véritable question. Et moi, j'estime, et ceux qui disent au sein du PDCI qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés, ils ont été trompés. Un congrès ne peut pas, un congrès dire nous souhaitons que notre président soit le candidat naturel alors qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alors, ce qu'on va faire maintenant, il faut que vous 1 minute ça. à vous, Jérôme, et 1 minute à Félix Boni. On va passer au prochain sujet. Moi, je n'arrive pas à te suivre. Aujourd'hui, nous sommes à l'état. Toi, tu analyses l'état actuel. Voilà. Est-ce qu'à l'état actuel, tu peux me donner le nom du candidat du PPACI? Est-ce qu'à l'état actuel, tu peux me donner le nom du candidat du RADP? Est-ce qu'à l'état actuel, tu peux me dire non, non, parce que quand tu parles de l'état actuel, l'élection c'est en octobre. Voilà. On constitue les dossiers pour aller en octobre. Même celui qui pense qu'il remplit les conditions, même pour le candidat du RADP, il peut ne pas être le candidat du RADP. Celui qui pense qu'il remplit les conditions, donc il ne faut pas analyser le qu'on appelle l'état actuel. Donc, tu sous-entends que M. Tidjam Thiam ne peut pas être le candidat du PDCI. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y a une convention d'investiture du candidat. Mais attends, la convention d'investiture du candidat, le PDCI doit investir sur son candidat. On dit comme partout, dans tous les partis politiques. D'accord, c'est noté ça. C'est le candidat du parti. Le président du parti est le candidat naturel. Ça, c'est dans tous les partis politiques. D'accord. Merci, Jérôme. Mais il ne faut pas analyser l'état actuel pour dire non, à l'état actuel, il ne peut pas être candidat. Non. L'état actuel, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Merci, Jérôme. C'est les faits. Félix. Non, mais non. C'est les faits. Non, c'est pas les faits. C'est les faits. Non, c'est pas les faits. C'est les faits. La parole, c'est moi maintenant. C'est Félix, oui. C'est les faits. L'adage dit qu'il veut aller loin maintenant, ça monture. C'est-à-dire, quand on veut atteindre un but, on commence par se préparer dès maintenant. On parle de l'état actuel. À l'état actuel, il faut reconnaître une chose, M. Tidjam Thiam est français. Et à l'état actuel, sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 est assujettie à la volonté de la France, à la procédure, à la décision du ministère des Affaires français. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir déposé ce dossier le 7 février qui dit que... Allez-y, Félix. Mais quand on dit dépôt, je ne sais plus quel verbe on va utiliser. Bon, ce n'est pas le fait que ces dossiers soient, je ne sais pas, mis à la chancellerie à Abidjan
qui fait que sa nationalité, il a renoncé à sa nationalité. Dans tous les cas, si c'était une affaire de nationalité par hérédité, peut-être n'aurait pas cherché à renoncer à sa nationalité. S'il n'y avait pas de problème, M. Thiam n'allait pas aller chercher à renoncer à sa nationalité française. S'il cherche à renoncer, c'est qu'il y a un problème. Donc, sa situation... Aujourd'hui, son éligibilité est assujettie à la France. Ça, c'est clair. Deuxième élément, je termine sur cet élément. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui au PDCI-RDA. Si. Il y a des craintes au PDCI-RDA et les gens s'interrogent, les gens ont peur et se disent, est-ce qu'avec M. Thiam, nous pourrions aller jusqu'au bout? Ils se posent la question. Il y a des peurs dans les... Vous n'avez pas fait le même sondage, donc il y a des peurs dans les ventres. Nous tous, on est les Ivoiriens, on est des familles, on a des membres de famille dans tous les partis politiques. Ce qui se dit, vous les entendez bien. Je dis bien, la vérité grand V et la bonne foi, ce n'est pas la chose la mieux partagée par les politiciens. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est adossé à un homme politique, à un parti politique, je suis persuadé qu'on défend forcément des opinions qu'on est obligé de convaincre les gens sur certaines choses qui sont très difficiles. Mais les militants du PDC ont la peur au ventre. Et je suis persuadé que ces procédures engagées là, dans les semaines à venir, vont vraiment donner, il y aura suffisamment d'écho. Parce qu'au fur et à mesure, les gens vont chercher à avoir quelqu'un à la tête de leur parti. Merci Félix. Mais il y a une dernière réaction, et celle-là, c'est Beta. Pourtant, on avait terminé. Non, tu as dit... Avant de donner la parole à Beta, s'il te plaît, en 5 secondes, des échos même, lorsque hier soir, j'ai eu des échos de ce que même les vieux du PDCI-RDA aujourd'hui sont en train de prendre des dispositions parce qu'ils se sont sentis perdus. Je pense que... En 30 secondes, Beta. Je pense que c'est que... Beta, qu'on s'entende. Qu'on s'entende. Non, Jérôme, je ne parle pas sur la base. Si vous relancez, je vous arrache la parole. Non, j'ai fini. Jérôme, s'il vous plaît. Je disais tantôt à Félix. Allez-y. Je suis journaliste. Non, Félix et Jérôme, s'il vous plaît. Ou bien on passe au prochain. On passe au prochain. Félix évoque. Allez-y. Il a du devoir du PDCI. Ou bien on passe au prochain sujet. On s'arrête là. Non, j'ai fini. Il a du devoir des responsables du parti de rassurer ceux que tu penses qu'ils ont les craintes. Et je pense que le conseil juridique l'a fait en indiquant que Tidjane Thiam n'a pas de problème d'inéligibilité. Il faut qu'on le comprenne. C'est vrai que c'est une procédure. D'accord, vous allez relancer le débat. Merci, messieurs, c'est bon. Vous l'avez déjà dit. Et voici une affaire. Voici une affaire qui concerne plus d'un. Ces conflits fonciers latents qui ressortent depuis peu. Comment comprendre la situation d'Evi Soyo? Et on se retrouve juste après. Le foncier urbain en Côte d'Ivoire est depuis quelques semaines au cœur des débats. Spoliation, tromperie, controverse, corruption, complicité et détresse constituent la trame des récits des plaignants. Ces derniers pointent du doigt des mains obscures qui les empêchent de jouir de leur propriété. Selon les victimes, cette bande qualifiée de mafia du foncier frapperait sur plusieurs sites du Grand Abidjan, notamment celui de Diorobité et Bessikwa. Elles vont même plus loin pour parler de bandes soigneusement organisées qui auraient des complices au sein du ministère en charge de la construction. En réponse, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dit être fidèle à son engagement pour la transparence et la rigueur dans la gestion du foncier urbain. Les droits que vous aviez. Le ministre Bruno Nabagny-Koné a ordonné depuis le lundi 10 février 2025 l'ouverture d'une enquête interne approfondie afin d'établir les faits et d'identifier les éventuelles responsabilités. En attendant, les expropriés rêvent de rentrer en possession de leurs biens. Alors, je vais commencer par Beta, Michel, sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe au juste avec, certainement ces conflits peut-être qui font surface alors qu'il y a cette réforme qui est en cours. Elle a peut-être, il faut le rappeler, 2 mois. Moi, je constate avec amertume que les conflits fonciers sont récurrents et malheureusement, sous le régime RHDP, ça a pris plus d'ampleur. Ça a pris plus d'ampleur et beaucoup de personnes, aujourd'hui, on découvre, beaucoup de personnes sont expropriées de leurs droits coutumiers et fonciers. Moi, il ne faut pas se le cacher, les conflits fonciers représentent, pour ne pas se voiler la face, une bombe sociale. Parce qu'il faut pouvoir, pour le régime en place, il faut pouvoir concilier droits coutumiers, modernisation du cadastre et puis aussi réalité juridique. C'est peut-être la réponse avec l'ADU? Non, tu sais, moi, quand j'observe un peu l'attitude du ministre, j'ai dit, mais attends, c'est à quoi que le ministre se rend compte aujourd'hui que son ministère est assez miné par ces querelles-là? Il a un service contentieux, il reçoit les plaintes. Ces plaintes-là, elles sont déposées sur son cabinet. Il les connaît. C'est pas aujourd'hui qu'il va nous parler d'enquête interne. Il n'en a pas fait depuis.
Je ne veux pas rentrer dans cela. Je dis, moi, je veux regarder un peu la souffrance de ces populations-là qui sont victimes de corruption, de cupidité de certaines personnalités, de certaines personnes. Et je pense que s'ils ont un regard, c'est vers le ministre. Mais je vois que le ministre même fait d'ignorer les réalités de son ministère. Parce que si c'est aujourd'hui que le ministre veut faire une enquête interne, je crois que nous sommes mal barrés. Voilà. Yacouba? Non, moi, je ne partage pas totalement ce qu'il vient de dire. Non, je pense qu'il faut éviter de politiser l'affaire des conflits fonciers. Les conflits fonciers, on est tous contemporains de cette Côte d'Ivoire. Les conflits fonciers ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date depuis de beaucoup d'années. Tout ça, c'est dû un peu pour moi à une faiblesse de la gestion foncière en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Et vous savez, avec la question des attestations villageoises, on n'a jamais, depuis de longues années, réussi à juguler un phénomène pour moi qui est la base de tout ça. C'est la question de l'attribution multiple. Cette propension qui consiste à vendre des terrains à une personne, 2 personnes, 3 personnes. C'est ça la base, tout part de là. C'est ça qu'il faut régler. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut saluer cette année les réformes qui sont en cours, notamment l'ADU, qui est l'attestation des droits d'usage coutumier. Et moi, je l'avoue honnêtement, je suis choqué de voir que des gens ont des réserves ou des réticences vis-à-vis de l'ADU. L'ADU, c'est quoi? C'est un document qui va permettre de sécuriser les transactions foncières. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque terrain sera immatriculé avec un numéro au niveau de l'ADU et référencé dans le guide au niveau du ministère. Donc, et est-ce que les gens, ils font un amalgame, ils pensent que le ministère, avec l'ADU, se substitue au chef traditionnel? C'est faux. Le ministère ne se substitue pas au chef traditionnel. Le ministère du chef traditionnel, nous allons remplacer l'attestation par l'ADU, par un document qui est plus fiable. Mais l'attestation actuelle, l'ancienne attestation villageoise, là, elle n'est pas uniforme. Vous partez dans un village A, c'est une couleur bleue. Vous partez dans un village B, c'est une couleur verte. Et puis, ce n'est pas un document assez fiable. C'est un document qui peut être falsifié. On a eu des litiges fonciers où des gens ont imité des signatures des chefs. On a eu dans des villages où, après, il y a des générations qui sont arrivées, ils auront mis en cause les signatures des chefs antérieurs. Mais avec l'ADU, c'est fini. Parce que la parcelle aura un identifiant unique qui sera référencé dans l'ADU. Et le chef a une copie, le ministère a une copie. C'est-à-dire que si un chef A vend ce terrain à M. Kolo, il ne peut plus vendre ce terrain à M. Boni. Et c'est ça qui fait la sécurisation foncière avec un code QR. Non, pour le moment, c'est comme on a une saignée. Quand on a une saignée, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord un goulot d'étranglement pour arrêter la saignée. Une fois qu'on arrête la saignée, on essaie maintenant de guérir la plaie en amont. Mais tant qu'on n'arrête pas la saignée, on va toujours continuer d'avoir des problèmes. Pendant qu'on est en train de régler les problèmes ici, il y a d'autres problèmes qui vont survenir à droite et à gauche. C'est pour ça que moi, je pense que le ministère doit être ferme. Et ça, j'insiste là-dessus. Ils ont déjà engagé cette procédure depuis l'année dernière. Ils ont commencé à jouer déjà cette question de l'ADU en juillet 2024. Après, ils ont laissé un délai de 6 mois. Le 31, ils ont demandé tous ceux qui ont le lotissement approuvé de ne plus donner les attestations villageoises, de donner les ADU. On a vu des réticences, des grognes de certaines communautés villageoises. Je ne comprends pas du tout cela. Donc le ministère a donné... Non, le ministère a donné un délai jusqu'au 31 mars. Moi, je souhaite vraiment là qu'à partir du 31 mars, que le ministère soit ferme. À partir du 31 mars, pour tous les lotissements nouveaux approuvés, si quelqu'un doit acheter un terrain, plus question d'utiliser les attestations villageoises traditionnelles, c'est de prendre les attestations de l'ADU. Et je voulais terminer. L'ADU, je l'explique, sécurise à la fois l'acheteur, l'acquéreur, et ça sécurise le vendeur. Parce que quand vous vendez le terrain à 2-3 personnes, excusez-moi de le dire, mais vous n'êtes pas sérieux, vous êtes un malhonnête. Pour moi, vous n'êtes pas mieux que le petit bandit qui vole le téléphone dans la rue. Parce que c'est du vol, c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ça. Et c'est pour ça que le ministère doit continuer. En plus de l'ADU, il y a encore d'autres réformes. Par exemple, il y a le système de gestion, le SICFU, gestion du foncier urbain d'Abidjan, qui permet de numériser tous les actes. Depuis, depuis l'acquisition à la base jusqu'à la délivrance de l'ACD. Maintenant, il y a l'UDFI, qui est l'identification unique du foncier, qui permet aussi d'affecter un numéro d'identifiant à chaque parcelle foncière. Tout ce qu'on parle l'affaire de Bessie, c'est quoi? À la base, quand tu regardes là, c'est l'attribution multiple. C'est le fait que le même terrain a été vendu à 2-3 personnes, c'est tout. Oui. Donc les responsabilités sont engagées. Si on en est arrivé là, c'est parce que les chefs n'ont pas été corrects. Il y a aussi dans des ministères aussi des agents administratifs, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qui ont profité de ces failles-là aussi pour commettre des magouilles. Et c'est pour ça que moi je salue cette enquête interne. Il ne faut pas se plaindre. L'enquête interne, le ministre le décide, peut-être qu'il le décide maintenant, mais
certains nous ont dit qu'on ne fait plus ta pour mais il vaut ta cause jamais parce qu'il y a une crise qui est là pendant là. Il faut régler ça. D'accord. Voilà. Jérôme Nelly. Il faut d'abord souligner que ce problème-là met quand même en lumière la corruption impunie dans certains services de notre administration. Il faut souligner ça. Cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, mon frère Beta a dit que c'est sur le RADP que ça a accentué. Là, je suis un peu d'accord parce que depuis 2005, le ministre Montano, après Madou Sanogo, Isaac D. 2005, c'était le FPI qui était au pouvoir. Oui, mais c'est le ministre qui dirigeait, il s'appelait Montano, il venait du RADP. Donc, le HDP n'était pas au pouvoir en 2005. Mais le ministre qui était là, il s'appelait Montano. Ils sont contemporains de notre histoire récente. Nous, on est des gens. Ils ont J'aime pas cette politisation. Mais c'est politique. J'aime pas cette politisation. Le ministre s'appelait Montano. Qui touche tous les Ivoiriens. Vous pensez que des gens qui sont spoliés de leur terrain, ce sont seulement les militants de l'opposition. Il y a des gens aussi des RHDP qui sont spoliés de leur terrain. Mais c'est que c'est la gestion du RHDP qui est décriée. C'est la gestion du RHDP qui est décriée. D'accord, alors ce qu'on va faire, messieurs, il faut sortir du débat politique. Vous devez sérénément le problème. Il y a un problème qui est là. Avec beaucoup de failles. On va laisser Jérôme terminer. Sangaré, je reprends pour dire que le ministre qui était là, ce problème foncier a commencé à s'accentuer à partir du ministre Montano. On sait combien de bruit ça a fait en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu le ministre Mamadou Sanogo, Isaac D qui a fait à peine un an, et aujourd'hui le ministre Koné Bruno. C'est un réseau mafieux qui est constitué au niveau du ministère. On peut avoir l'ADU, on peut faire toutes les réformes possibles. Mais tant que le réseau n'est pas démantelé, toutes ces réformes-là n'iront nulle part. Comment comprendre que pour l'attribution de l'ACD, on peut attribuer pour un même terrain 2 ACD signés par le même directeur? Attends, allons-nous comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, logiquement, tout à l'heure, mon frère Frédéric Boni me disait que ce n'est pas possible parce que quand un ACD est donné, que quelqu'un vient demander un ACD, logiquement, la machine doit rejeter. Mais ce n'est pas ça. Le cas de un terrain qui est acquis par son papa, elle va... pendant que son ACD est en cours, il y a un autre ACD qui sort. Et quelques mois après, elle reçoit son ACD. Mais ce n'est pas possible. C'est qu'au niveau de la direction de l'urbanisme, il y a un problème. Et ce même ACD est signé par le même directeur Diallo à Boulaye. Bon, allons-nous comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les réformes. C'est vrai, le ministre va faire une enquête. Mais maintenant. Il va faire une enquête maintenant. Mais après combien d'années maintenant? On ne sait pas quand elle va aboutir. Moi, mais je précise. Je ne crois pas qu'on puisse faire la fraude. On peut mettre toutes les réformes possibles, toute la technologie possible, mais tant que ce réseau existe, comme tu l'as dit, avec la complicité de certains chefs, là je suis d'accord avec toi, parce qu'avec la complicité de certains chefs de village, tant que ce réseau va exister, ils vont toujours contourner toutes les réformes qui seront faites. Il faut déjà commencer à démanteler le réseau pour que la réforme puisse être bien engagée. Félix Boni. On va finir l'enquête. S'il vous plaît. Jérôme a parlé tantôt de tous ces problèmes révèlent la face de la corruption. Effectivement, je suis d'accord. Il y a de la faille dans le système, il y a des agents qui sont corrompus, mais tout le monde n'est pas forcément corrompu. C'est pourquoi aussi qu'il faut des réformes. Mais moi, je vois la question foncière comme un problème très, très, très important parce que la sécurisation du foncier est un acte de souveraineté, à mon avis. Le foncier fait partie de la souveraineté nationale, parce que c'est une question qui n'est pas moins sensible que la question de la nationalité. Un territoire, un pays, c'est un territoire et ses habitants. Et ses habitants qui sont les propriétaires terriens. Et lorsqu'on commence à avoir des soucis sur le foncier, c'est un gros problème. Surtout que j'ai entendu plein de choses, comment ceux qui ont acquis le terrain. Vous voyez, la plupart, je ne suis pas en train de lancer la pierre à qui que ce soit. Je ne suis pas en train de toucher d'autres problèmes de discrimination. Mais généralement, les nationaux, les gens qui viennent chez nous, ils sont très pressés d'acheter des terrains. Je vois un pays comme le Gabon qui, depuis un moment, a introduit dans sa législation que pour acquérir le foncier gabonais, qui est très réduit, il faut être un national gabonais. Ça dit que, quelque part, la question du foncier est très, 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 très sensible. Aujourd'hui, avec la montée de la démographie, vous voyez tous ces problèmes qui sont en train de s'exacerber sont liés à la montée démographique en Côte d'Ivoire. On était très peu avant. Aujourd'hui, on tourne autour de 30 millions d'habitants. Abidjan tourne autour de 6 millions d'habitants. Il y a la pression démographique qui exerce également une pression sur le foncier. Et donc, tous ces problèmes-là s'exacerbent.
Et ça met davantage les ministères de la construction, en tout cas ceux qui ont en charge de la question foncière, en difficulté. Il faut comprendre, et je suis formel sur les questions de réforme, je suis d'accord parce qu'au niveau de l'identité ivoirienne, il a fallu qu'on fasse une certaine réforme, qu'il y ait ce qu'on appelle la NNI, c'est-à-dire le numéro unique, l'identifiant unique, pour permettre de régler ces problèmes. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau de l'ADU. Je crois que cette question de l'ADU, il faut la prendre au sérieux. Parce que là où il y a trop de manipulation humaine, il y a toujours la fraude et la corruption. Plus il y aura moins de manipulation humaine et que les machines joueront leur rôle. C'est pourquoi je n'ai pas compris lorsqu'il m'a dit qu'il y a le même directeur à signer 2 ACD. Parce que lorsqu'il y a un ACD en cours, lorsque quelqu'un vient introduire une requête, réellement, ce qui se fait au niveau du ministère, les machines indiquent qu'il y a un ACD en cours et ça ne marche pas. Et donc, je suis un peu surpris. Mais je crois que c'est tout ça là qui a poussé le ministère à faire un communiqué d'une enquête interne. Alors, ce qu'on attend du ministère, c'est que cette enquête aboutisse et qu'on ait vraiment à situer des responsabilités. Parce que ce que les Ivoiriens redoutent souvent, c'est qu'on annonce toujours des enquêtes et on n'a pas la suite. Cette fois-ci, il faudrait qu'on ait la suite parce que les questions foncières sont en train de se généraliser. Il n'y a pas que Kabigan, Anyama, Djorogobité et autres, mais même dans nos villages, dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, la question foncière devient un problème sérieux. Ça veut dire que la démographie est en train de s'accroître et les terres commencent à se raréfier. Il faut faire attention à cette bombe. Beta Michel n'a pas bien perçu vos solutions parce que finalement, il faut arriver à quelque chose. Non, et l'idée déjà de l'ADU, expliquée par Sangaré et puis par Félix aussi, la solution à tout ceci. Vous savez, l'autre parlait de l'ACD qui était introduit et qu'un autre ACD ne pouvait pas sortir. Mais on voit qu'un autre ACD est sorti. C'est que les réformes qui sont entreprises, il ne faut pas se le cacher, ce sont des hommes. Ces hommes-là, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui de ce ministère-là, moi, je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce ministère-là, je ne sais pas s'il faut... Bon, moi, je pourrais même dire aujourd'hui, il faut que le ministre aussi soit suffisamment... il puisse assumer suffisamment sa responsabilité dans tout ce qui sévit au sein de son département. D'aucuns demandent sa démission, je ne veux pas jusque-là, mais je pense qu'il faut un acte fort pour que les Ivoiriens comprennent qu'il a pris la mesure de tout ce qui se passe dans son département. Parce que son département a été décrié depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est parce que les réseaux sociaux se sont emparés. Sinon, le ministère de la Constitution, chaque fois que nous on fait des dossiers, quand on fait des enquêtes, il est indexé. Même au niveau Voilà, vous parlez du ministère, hein. Vous ne faites pas de fixation sur les... Non, je parle du ministère. Je parle du ministère. Même au niveau de la chambre administrative, qui règle les problèmes coutumiers au niveau des décisions des chefs. Tous ces départements-là, il faut que la lumière soit faite là-bas. Jérôme, sur la solution. Voilà, la solution, c'est... J'ai approché un chef à Tian. Je me demandais comment l'administration au niveau de la chefferie se passe. Parce que le constat, c'est que, tout à l'heure, Sangaré parlait des chefs, mais on a l'impression qu'au niveau des Atiens, il n'y a pas de continuité dans la gestion des villages. Quand un chef vient, je prends le cas d'Akouagban. C'est ce qui se passe à Akouagban. Le chef qui était sur le plateau récemment a été désavoué par l'ancien chef qui avait pris l'engagement avec une structure pour travailler dans le village. Oui. Donc ça fait que, comme il n'y a pas de continuité, le nouveau chef qui vient, il remet toujours en cause ce que l'ancien chef a fait. Et surtout, en commençant par le changement d'attestation. Qui centralise tout au niveau de l'administration. Je dis pas parce qu'un chef ne puisse pas manipuler la donnée. Je dis c'est bien de faire les réformes. Vous dites la même chose, non? On dit la même chose, c'est bien de faire les réformes. Mais quand on fait les réformes, si les réformes ne sont pas suivies, on reviendra toujours à la même situation. Oui, mais il y a des réformes qui sont aussi... Il y a des réformes qui ont été faites. Voilà, vous ne pas qu'il y a ACD. Le ministre a dit récemment qu'il maîtrise mieux la situation que par le passé. Voilà, et puis mais on a l'impression qu'aujourd'hui, mais vraiment, c'est du grand cafouillage là-bas, surtout au niveau de la direction de Liban, c'est du grand cafouillage. On signe des actes, même le Conseil d'État prend des actes. Moi, ce que je voulais vous dire... Vous savez que le Conseil d'État prend des actes qui ne sont même pas suivis. Mais ce que je voulais vous dire... Le Conseil d'État prend des actes qui ne sont pas suivis. Je prends le cas d'Akouagban, à Benjerville. Le Conseil d'État a pris des actes. Mais bon, les gens ont floué des actes et puis ils ont continué. Non, moi, je crois que les réformes vont changer les choses. Parce que quand tu regardes l'historique des conflits en cours, tous ces conflits sont antérieurs aux réformes en cours. Tant que c'est les hommes qui mettent en œuvre les réformes. Oui, mais quand les hommes mettent les réformes, on met des réformes avec des garde-fous. Quand on fait un document avec code QR qui est enregistré, je crois qu'un individu ne peut pas se permettre d'intervenir comme ça. Je pense que ceux qui mettent ça aussi, et puis c'est un document
toutes les précautions sont prises pour que ce document ne soit pas falsifiable et ne soit pas truqué par rapport aux attestations villageoises. D'abord, il y a d'abord un changement fondamental qu'il faut percevoir. Je l'ai dit dans mon intervention. L'actuelle attestation villageoise n'est pas uniforme. Donc, n'importe quel village fait son attestation villageoise. Et cette attestation villageoise peut être falsifiée. Même par des gens même du village, même qui peuvent aller l'imprimer ailleurs, faire des copies conformes, et puis revendre le même. Par les gens du ministère. Parce que là, le chef disait à le guide même qui est au ministère est différent du guide du village. Bon, ça c'est un autre débat, mais je vais dire... Non, c'est pas un autre débat, c'est le même débat. Non, je vais dire que ne soyez pas pessimistes quant aux réformes. Forcément, moi, je crois que ces réformes vont régler beaucoup de problèmes. Surtout la question, je l'ai dit tantôt, la base, c'est l'attribution multiple. C'est ça qui amène tous ces problèmes-là. C'est parce que 2 personnes, 3 personnes vont se retrouver sur le même terrain, ils ont les mêmes papiers sur le même terrain, ils se battent. Or, avec l'ADU, c'est impossible qu'il y ait 2 ADU sur une parcelle de terrain. Attendons pour voir. Moi, je crois. Si. Moi, je crois. Donc, mais je pense qu'il vaut mieux espérer. Non, mieux vaut avoir espoir, je pense. Mieux vaut avoir espoir. On a les mêmes personnes qui sont au ministère qui vont manipuler tout ça. Félix, parce qu'il faut bien sortir de là. Oui, Félix. S'il n'y avait pas de réforme, c'est là qu'il fallait craindre. Il y a des réformes. Mais dès l'instant où il y a des réformes, il faut pouvoir laisser les... Mais pas la première réforme. L'ADU, à ce que je sache, mais vous n'allez pas faire le procès de l'ADU alors qu'il n'a même pas commencé. C'est un bébé qui est tout... Non, certains acteurs n'en veulent pas. Certains acteurs n'en veulent pas. Non, ceux qui n'en veulent pas, c'est moi qui ai la parole, non? S'il vous plaît, c'est un bébé qui a à peine 2 mois. Mais certains acteurs n'en veulent pas. Donc, ceux qui n'en veulent pas, ils ont des raisons de douter de leur bonne foi. Il faut espérer, il faut regarder, et puis peut-être vers la fin, en discuter. On ne peut pas juger quelqu'un. C'est comme une loi qui se vote à l'Assemblée nationale. On ne peut pas juger quelqu'un sans regarder. C'est-à-dire, on a des réformes. Regardons ce que la réforme va donner. Et puis la réforme va donner, puis après on va juger. Mais a priori, ne disons pas que ce sont les hommes qui mettent, mais ce ne sont pas des machines qui vont mettre les réformes en marche. Quand il y a des innovations, c'est toujours les hommes qui les mettent en marche. Mais s'il n'y avait pas de réforme, moi j'aurais craint. Mais maintenant qu'il y a des réformes, regardons ce que la réforme va donner. Parce que moi je pense qu'avec cette possibilité d'avoir un identifiant unique, ça va régler le problème et au niveau des familles. À côté de la réforme, le réseau existe toujours. Non, le réseau ne pourra pas. D'accord, on a bien compris vos positions. Sangaré Yacouba, le journal Le Patriote, le bélier Beta Michel, le nouveau réveil avec vous, Jérôme Dry, et puis Félix Boni. Messieurs, merci. Merci d'avoir été là ce soir. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Il est dans un doute.